On n'a pas parlé, enfin, on est en phase de transition aujourd'hui. Vous avez évoqué la dimension écologique, vous l'avez mise à part dans le traitement finalement de l'ensemble de l'information que vous nous avez délivrée. On parle d'une potentielle récession, on parle de crise, mais finalement, dans l'ensemble des réflexions qu'on a, moi, l'impression que j'ai et la question que je me pose, c'est que je me dis, on parle de la crise écologique dans le sens où il y a des populations qui qui sont déjà, je veux dire, en difficulté, qu'il y a, voilà, encore une fois, des actifs qui se dévalorisent, on le sait, et on se pose moins la question de savoir si est-ce que la crise de demain, c'est pas justement le monde financier qui aujourd'hui finalement, c'est pas, prend ce risque en considération de manière moindre, mais demain, est-ce que vous imaginez un jour que finalement ce monde financier va se rendre compte que ils détiennent des actifs qui sont des actifs, ce qu'on appelle les actifs échoués, parce que ce sont des actifs finalement des investissements, j'ai envie de dire, dans des projets qui sont défavorables à l'environnement, pour être un petit peu simple. Est-ce que une prochaine crise, c'est pas forcément une récession, une crise économique comme on la connaît aujourd'hui, mais est-ce que ça serait pas celle d'une prise de conscience, de dévalorisation des actifs que détiennent les États, que détiennent les entreprises, et qui pourraient avoir des conséquences qu'on n'imagine pas aujourd'hui, encore une fois, sur les dettes, sur les remboursements des dettes que les États détiennent, etc. D'ailleurs, d'où la nécessité que les États eux-mêmes verdissent leur budget. Comment vous appréciez ça aujourd'hui ? Parce que on a le sentiment quand même que, encore une fois, au-delà de l'évocation de ce sujet-là de manière générale sur les politiques qu'on peut mener, d'un point de vue économique et des conséquences sur notre monde financier, c'est un sujet qui n'est pas assez abordé et que la crise pourrait nous arriver demain parce qu'il y aurait une prise de conscience de ce monde-là. Je peux faire qu'une réponse d'économiste, hein, ça va pas être très romantique, hein, je vous préviens. Mais oui, clairement, de toute façon, une dévalorisation de capital qui sera inévitable, une perte de capital, de toute façon, c'est une perte en capacité, ce sera une perte en capacité à croître. Mais je pense qu'il faut peut-être un peu élargir le débat, et ça participe aussi à cette idée que on ne dit pas assez combien ça va être un coût. Et je dis pas ça parce qu'il faut pas, je dis pas ça et surtout ne le faisons pas, non. Mais je pense qu'il faut avoir un discours qui est très clair sur l'environnement. Ça a un coût. Je vais prendre un exemple très bête. C'est pas moi qui ai fait le calcul, je ne fais que reprendre le calcul. Mais l'équation fondamentale sur les enjeux environnementaux, c'est l'équation de Kaya. L'équation de Kaya, c'est l'équation qui explique la progression des émissions de CO2 en fonction de 4 paramètres. Vous avez 4 paramètres qui jouent, c'est la population, le PIB par habitant, l'intensité énergétique, donc la quantité d'énergie que vous devez avoir par unité de PIB, et puis la quantité d'émissions que vous avez par énergie. Donc la population, à l'horizon 2030-2050, pour la France, on sait à peu près comment ça va évoluer. On va prendre des projections normales. L'intensité énergétique, l'émission de CO2 par énergie utilisée, on sait que ça décroît selon une tendance relativement monotone. On peut peut-être avoir un peu d'accélération, mais prolongeons la tendance. OK. Maintenant, regardons l'objectif que l'on s'assigne pour 2030, pour 2050. On se rend compte que quand vous prenez ces 3 paramètres, vous n'êtes pas sur la trajectoire. Donc le 3e paramètre sur lequel il faut jouer, c'est le PIB par habitant. Et pour que l'on arrive à la trajectoire, pour que l'on atteigne l'objectif de 2030 en termes d'émissions, il faudrait qu'on ne soit pas loin d'avoir le même PIB par habitant que la Grèce. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça ? Je pose la question benoîtement, hein. Voilà. Mais si vous voulez, derrière votre question sur la dévalorisation du capital, c'est ça à la fin, ce que ça veut dire. Perdre du capital, c'est perdre de la capacité à croître, c'est renouveler du capital. En tout cas, si vous détruisez du capital dans votre bilan, vous devez le réinvestir, sauf que vous avez consommé du fonds propre parce que vous avez détruit du capital. Donc vous devez reconstituer, ça va prendre énormément de temps. Évidemment qu'il faut faire cette transition, et je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, mais il faut avoir conscience du coût que cela occasionne. Je crois qu'il y a eu des petits mouvements sur des ronds-points il y a quelques temps, hein, et qui étaient quand même assez violemment associés à une taxe carbone. Et aujourd'hui,
comment est-ce qu'on fait? Moi, j'ai un énorme problème, c'est comment est-ce qu'on fait la pédagogie de ce qui est de la réconciliation, de ce qui apparaît d'emblée comme irréconciliable. Je vous relancerai pas. Marc, oui. Ouais, juste un petit élément pour compléter, puis pour faire le lien avec la question de l'investissement dans la transition écologique dans un contexte où les taux d'intérêt sont très très bas. Il y a un certain nombre d'acteurs, d'économistes qui, avec des arguments qui sont tout à fait solides le plus souvent, expliquent qu'il y a une fenêtre d'opportunité avec ces taux très bas, dont on ne sait pas très très bien combien de temps ils vont durer, mais on peut quand même s'inscrire dans une tendance pour les prochaines années. Dans ce contexte de taux très bas, il faudrait surfer sur la vague et investir dans tout un tas d'infrastructures, tout un tas d'emplois qui permettent d'accompagner la transition écologique. Moi, je suis pas un spécialiste de la transition écologique. Je m'y intéresse de manière honnête, mais sans expertise particulière. Ce que je constate quand même, c'est que on a énormément de mal, collectivement, scientifiquement, à essayer à trouver un consensus sur le rendement des investissements dans la transition écologique. Je vous donne un exemple. On voit, et on a vu d'ailleurs dans les dernières consultations électorales, en particulier présidentielles, fleurir des programmes, des propositions qui promettaient que investir dans la transition écologique, ça pouvait permettre de créer 300, 400, 500 000 emplois, que sais-je. Moi, je ne connais pas très bien la transition écologique, mais je connais un petit peu le marché du travail, parce que ça, c'est plutôt mon domaine d'expertise. Et il n'y a rien de convaincant dans des schémas, dans des modèles qui permettent de garantir ce type d'externalité, c'est-à-dire cette capacité à faire croître l'emploi et l'activité au rythme d'un niveau d'investissement qu'on aurait choisi et piloté. Donc ça c'est un premier point qui n'est pas un point insurmontable. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il faut rien faire, qu'il ne faut pas s'engager dans un processus de transition, mais je pense qu'il faut replacer au centre du débat démocratique la question des investissements publics en l'abordant, et Denis l'a très bien dit, à un moment, la dette, quand elle s'accroît, il faut qu'on puisse la soutenir, c'est-à-dire la rembourser. Et ça pose la question du rendement des investissements qu'on fait. On a un petit sujet ces derniers jours sur les infrastructures publiques que sont les ponts. Ça ne vous a pas échappé. Aujourd'hui, il y a des travaux aux États-Unis, en France également, des travaux d'économistes académiques qui vous expliquent que c'est plus rentable collectivement, c'est-à-dire en termes de potentiel de croissance, d'investir dans l'entretien des infrastructures existantes, parce qu'elles se déprécient très vite, et c'est le constat qu'on faisait, que d'investir dans des investissements qui permettent de déplacer, avec des innovations nouvelles, le potentiel de productivité de certaines entreprises. Les investissements de productivité qui engendrent des ruptures technologiques, aujourd'hui, leur rendement est plus incertain qu'auparavant. Ce qu'on constate quand on investit dans la recherche, par exemple, c'est que la valorisation de la recherche d'un point de vue macroéconomique n'est pas la même que celle qui existait il y a un certain nombre d'années. On voit des entreprises qui déplacent la frontière technologique, on voit des entreprises qui inventent des nouveaux modèles de production, qui inventent de nouveaux outils, de nouveaux services, de nouveaux biens, et qui croissent à des rythmes extraordinaires. En revanche, et ça l'OCDE l'a assez bien expliqué, on constate que les innovations de ces firmes qui sont leaders, elles ont beaucoup de mal à descendre dans les entreprises lambda. Elles ont beaucoup de mal à générer des gains de productivité. Et finalement, ce type d'investissement, si on devait les soutenir avec des moyens publics, eh bien, il faudrait se poser la question de la manière dont on les fait irriguer l'ensemble de l'économie. Et là, je me permets, par l'esprit d'escalier, de faire un lien avec nos sujets du début, avec mes fameuses ordonnances travail. Vous vous souvenez des ordonnances travail? Dans les ordonnances travail, il y avait ces histoires d'accords qui permettent d'amortir les crises. Il y avait aussi, et il y a aussi, des outils pour favoriser le dialogue social. Des outils pour permettre aux entreprises de s'adapter plus vite, d'adapter plus vite leur organisation, d'adapter plus vite les conditions de travail, d'adapter plus vite les salaires, à des changements qui peuvent être des changements dans le carnet de commandes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi à des changements technologiques. Pour le dire autrement, à un moment ou à un autre, si on veut que les gains de productivité qui sont aujourd'hui logés chez Amazon, chez Facebook, chez Google, en tout cas qui génèrent des marges considérables dans ces entreprises-là, se traduisent par des outils qui sont utiles à l'ensemble
des entreprises et qui ensuite permettent de redistribuer des gains de productivité, qui permettent de financer les modèles sociaux, qui permettent le cas échéant d'investir dans la transition écologique, à un moment ou un autre, il faut se poser la question de la manière dont fonctionnent les entreprises vis-à-vis de ces gains de productivité. Est-ce que le management est suffisamment mature? Est-ce que le dialogue social est suffisamment fertile pour permettre de surfer sur la vague des changements technologiques? Fut une époque où c'était le cas, où il y avait une corrélation assez nette entre les innovations technologiques et les gains de productivité. Aujourd'hui, il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle The Future of Productivity, qui explique justement que cette diffusion des innovations à l'ensemble des entreprises se fait moins bien. Donc ça nous interroge sur le rendement des investissements, qu'ils soient publics ou privés, et sur la manière dont on améliore ce rendement. Et je pense que là, il faut avoir les idées ouvertes. Et moi, j'aime bien parler de dialogue social, donc je ramène tout au dialogue social, vous l'avez compris. Merci beaucoup Marc, et pour une expérience d'une députée de la ruralité, et je pense que où il y a des petites entreprises et où je vois la mise en œuvre des ordonnances travail, et potentiellement c'est comment elles utilisent les outils, est-ce qu'elles sont aux capacités de faire finalement ce que tu expliquais, cette descente d'échelle et intégrer les innovations des grandes entreprises dans leurs propres entreprises. Je pense qu'on en est très très loin et que effectivement le travail à faire est immense quand on parle de digitalisation. Alors peut-être qu'à Paris ça paraît un truc assez banal. De digitalisation et puis de robotisation. On a, c'est assez connu maintenant, on a un taux de robotisation, c'est-à-dire un nombre de robots par salarié en France qui est très inférieur à la plupart de nos concurrents. On sait que c'est évidemment un facteur de productivité. On sait que introduire des nouveaux outils, que ce soit des nouveaux logiciels ou des robots, ça déstabilise les collectifs de travail. Ça suppose de trouver des solutions aux salariés. Ça suppose de revoir le cas échéant les horaires de travail, de passer à des rythmes différents. Tout ça, ça pose la question de l'organisation interne et tout ça, ça pose la question du dialogue social. On peut pas, quand on dit, vous savez, le slogan « on va réconcilier l'économique et le social », ce qui était le slogan qu'on a porté au ministère du Travail et qu'on porte toujours, c'est pas juste un slogan. C'est fondé sur des constats qui sont réels. Si on dissocie la qualité du dialogue social et la qualité des processus économiques à l'œuvre à l'intérieur de l'entreprise, eh ben on fait une grosse erreur. Si vous me permettez, j'aimerais ajouter quand même un élément aussi sur l'environnement qui me tarabuse quand même un petit peu, c'est qu'on parle quand même de quelque chose qui est un bien public mondial et on a des réponses qui ne sont que nationales. Ou en tout cas, on a déjà de la peine à faire émerger une réponse environnementale à l'échelle européenne. Ne parlons pas d'une réponse environnementale à l'échelle mondiale. Alors, ça va faire vraiment vue de sa toute petite fenêtre. Mais il se trouve, là, j'ai eu un petit choc cet été. Il se trouve que je suis parti me promener au Vietnam. J'avais bien contribué à la pollution de la planète. J'ai pas cédé au Flixcam suédois. Mais donc, je suis parti au Vietnam et il se trouvait qu'avant de partir, j'ai eu une commande qui m'a été passée par la Fédération de la plasturgie qui me demandait de travailler sur le plastique et les composites. Et donc, il se trouve qu'en allant au Vietnam, ils avaient un gros problème qui est celui de régulation extrêmement importante que l'on met en place aujourd'hui en France, qui déplace des coûts. Et quand on parle de perte de capital, c'est ça aussi. C'est qu'en mettant de la normalisation, vous pouvez rendre obsolète un certain nombre de productions. Et donc, cette industrie, elle a géré cette transition. Et puis, je vais me promener dans le delta du Mékong, et là, je vois du plastique de partout. Mais vraiment de partout. Mais c'est dégueulasse. Et je me suis dit, en économiste un peu borné, mais bon sang, le rendement marginal de l'investissement, enfin les montants que l'on va devoir consacrer à gérer cette transition chez nous, le rendement marginal que ça va occasionner pour traiter l'externalité fondamentale qui est ce bien public mondial de pollution, c'est nul. À côté de... Mais bon sang, ces fonds, mais il faut les consacrer, faut installer des dispositifs qui permettent de traiter le problème à la racine, là où il se déploie. Et donc on a vraiment, aujourd'hui, quand on parle de problème de coordination, il me semble que le principal problème de coordination, il est là. On ne sait pas traiter un bien public mondial autrement que par des réponses qui sont locales. Et ce faisant, ça pose aussi des grosses incertitudes pour les entreprises. Qu'est-ce que je dois faire comme projet d'investissement ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui quel sera demain le mix énergétique qui s'imposera ? Quelles sont les normes qui se mettent en place ? Il faut bien voir que les entreprises, si elles ne font pas toujours les efforts d'investissement que l'on imaginerait dans la transition énergétique, c'est parce qu'on est sur un horizon d'incertitude majeur.
on ne sait pas du tout quels sont les modèles économiques, les modèles technologiques qui vont s'imposer à l'avenir. Et donc, ce faisant, ça crée de l'inertie. Et il y a aujourd'hui un vrai problème d'affronter ce bien public mondial avec des réponses mondiales. Alors évidemment, c'est très facile de le lire comme ça. C'est évidemment autre chose que de le déployer. Je vous invite à venir débattre à l'Assemblée nationale quand vous avez les marches pour le climat aussi auxquelles il faut répondre et cette préoccupation, parce qu'il faut se dire aussi qu'on peut être des leaders nationaux pour embarquer aussi nos collègues européens et aller négocier à l'international. Et je crois que la France a un rôle à jouer, mais bien évidemment, on ne résoudra pas le problème tout seul, ça c'est évident. On a une demi-heure, on est tout à fait dans les temps, une demi-heure pour vos questions, donc c'est parti. Et ben on va prendre déjà les trois, le monsieur tout au fond, et puis messieurs. Et mesdames, parce que j'ai l'habitude des assemblées, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, bonjour. Alors moi, je suis assez en accord avec l'analyse de Monsieur Ferrand, donc notamment sur les drivers de l'économie, qui sont aujourd'hui les relations Chine-US et les politiques monétaires, que ce soit de la Fed ou de la BCE. La question que je me pose aujourd'hui, c'est que, comme vous l'avez souligné, on n'est plus dans une économie où on peut faire 3% de croissance. On est dans une économie où le potentiel de croissance en France est aux alentours d'1,5%. Dans ce contexte, on a un objectif d'inflation de la BCE qui est de 2% et qu'on n'a pas atteint depuis au moins 2008. Est-ce que cet objectif, il est toujours pertinent et comment est-ce qu'on peut faire pour l'atteindre ? Des séries de questions, on va en prendre 3. On va prendre monsieur... Oui, madame. Oui, bonjour. J'ai une préoccupation et une inquiétude. Vous avez évoqué, et c'est vrai, le président en a parlé, de la question de l'objectif des déficits des 3%, de sa pertinence ou pas. Il faut financer, vous l'avez souligné, tous les éléments liés aux politiques publiques. Aujourd'hui, et aussi financer la baisse des impôts et leur pérennité. La France ne tient pas sa parole au niveau européen. Nous ne respectons pas les objectifs que nous nous sommes fixés, auxquels nous nous sommes engagés en matière de réduction des dépenses. Et nous risquons de ne pas pouvoir, à terme, financer ce que nous souhaitons faire et qui vaut la peine d'être fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'en est-il de la question de la réduction des dépenses ? Je connais très bien le débat économique autour des propositions qui sont faites. La réduction de la dette, du poids de la dette est liée à la baisse des taux d'intérêt qui serait inférieure aujourd'hui à la croissance nominale. C'est effectivement le cas, c'est une aubaine, c'est une opportunité, mais si notre dette continue d'augmenter, on n'y arrivera pas. J'aimerais cette question soit éclaircie. Une troisième question, monsieur avec le... Ouais, devant William. Troisième. Merci. Oui, bonjour. Vous avez parlé de la transition énergétique. Je constate qu'en France, la transition énergétique n'est pas faite d'une façon intelligente. On s'est comparé souvent à l'Allemagne. L'Allemagne qui, d'ailleurs, a décidé de réduire sa production nucléaire pour produire du charbon avec du lignite. Donc, il pollue énormément. Donc, la part de CO2 produit par l'Allemagne a fortement augmenté. Par contre, en France, avec 75% de nucléaire et 10% d'hydraulique, notre situation de CO2 est excellente. Par contre, on a décidé d'investir dans des moyens de production qui détruisent les autres moyens de production, c'est-à-dire dans l'éolienne et dans le photovoltaïque, qui n'est pas nécessaire. Parce que nous avons déjà, sur 40 ans, fait investir énormément dans l'infrastructure en France, qui est très bien équilibrée, de façon à pouvoir avoir une énergie bon marché et peu consommatrice de CO2. Mais aujourd'hui, on dépense, et chacun, vous allez pouvoir le voir sur vos factures d'électricité, sur les 10 dernières années, votre contribution à l'énergie, à ces nouvelles énergies, ont été augmentées par 20. Donc ça se compte, avant c'était 500 millions, aujourd'hui c'est des dizaines de milliards que ça coûte chaque année. Parce que, comme vous le disiez très bien, ces investissements ne sont pas rentables. Si l'État n'intervient pas ou vous n'intervenez pas, on ne va pas investir dans les éoliennes, on ne va pas investir dans les photovoltaïques. Donc je veux dire que, vu la situation de la France, nous avons un patrimoine important qui nous permet d'investir dans des choses qui sont plus intelligentes. Parce que le CO2 en France est très bas. Utilisons cet argent plutôt pour nos infrastructures, pour nos hôpitaux, pour tous les besoins qui sont nombreux en France, plutôt que de les gaspiller à faire des choses qui politiquement sont très correctes. Et ça fait très beau de parler du vert et ainsi de suite. Mais en réalité,
On n'a pas besoin. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'avoir des politiques publiques qui soient beaucoup plus axées sur les besoins des retraités, des hôpitaux, des fonctionnaires, enfin je dirais de la magistrature. Là, il y a des besoins, des infrastructures, les ponts, ce genre de choses. Là, on a des besoins. On dépense bêtement notre argent dans des choses dont on n'a aucune utilité. Donc, revenons à une intelligence dans notre dépense, parce que nous avons beaucoup trop dépensé déjà, et il est temps de penser à dépenser intelligemment. Voilà ma question. Denis, Marc, je vous laisse vous répartir les questions. Bon, allez, je prends la question sur l'inflation. Tu l'as vu Non, celle-là. Celle-là, tu me la laisses? Bon, sur l'objectif d'inflation à 2%, oui, quand vous n'atteignez pas un objectif de manière régulière pendant 10 ans, vous pouvez vous poser légitimement la question de la véracité de l'objectif. Donc c'est le cas de la zone euro, on a un objectif d'inflation à 2%, on ne l'a pas atteint depuis 10 ans. Voilà. Et est-ce que pour autant on doit jeter le bébé avec l'eau du bain et passer par pertes et profits ce taux à 2%? Alors il y a deux options, c'est soit on passe à 1, soit on passe à 4. Ou la troisième, on reste à 2. Alors pourquoi 2? Parce que 2, c'est un peu la marge d'erreur aussi sur l'inflation. Il ne faut pas imaginer qu'on sait tout mesurer parfaitement, parce que les évolutions de prix, quelquefois, ça masque des transformations de qualité de produits. C'est quelque chose que l'on ne sait pas bien incorporer, parce que on n'achète jamais les mêmes choses, même d'un mois à l'autre, et donc les produits se transforment. Et il y a déjà une marge d'incertitude sur la mesure de ce qu'est un prix. Donc, mais ça, là, je sors le parapluie du statisticien et de l'économiste. Est-ce qu'on doit passer à 4 ? Alors, 2, ça paraît difficilement atteignable, et d'une certaine manière, on continue de jouer une politique monétaire très allant parce qu'on n'atteint pas l'objectif. Donc, on ne l'a pas atteint jusqu'à présent avec les outils que l'on a déployés, donc il faut en mettre plus. C'est peut-être une chimère. On court après une chimère. Résultat, vous avez des personnes qui vont dire, mais non, c'est pas 2 qu'il faut donner comme objectif, mais c'est 4. Blanchard, par exemple, 4% d'objectif d'inflation, mais on l'atteindra probablement encore moins, cet objectif, mais ce faisant, ça justifie d'avoir des politiques monétaires toujours plus allantes. Jusqu'à quand peut-on avoir des politiques monétaires toujours plus allantes? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on ne risque pas d'avoir l'expression de l'inflation ketchup, à savoir que ça ne sort pas pendant des années, vous secouez comme un malade votre tube de ketchup, l'inflation ne sort pas jusqu'au moment où elle se répand. Et là, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait marche arrière pour pouvoir la faire entrer dans le tube? Là, je suis passé de l'analogie du ketchup à l'analogie du dentifrice. Donc 4%, c'est une option, mais je pense que sur la politique monétaire, on en a fait assez. Aller à 4%, ce serait presque un peu pouce au crime, me semble-t-il. Venir à 1%, c'est probablement quelque chose qui est plus raisonnable, beaucoup plus en phase avec ce que l'on a sur les changements fondamentaux de l'économie. L'absence de gain de productivité, c'est un élément qui fait que normalement, vous devez avoir moins de désinflation. Parce que les gains de productivité, ça sert à quoi? Ça sert à augmenter les salaires, ça sert à faire du résultat, ça sert également à baisser les prix. Donc si vous avez moins de gains de productivité, normalement, on devra avoir un petit peu plus d'inflation. Pour l'instant, ça n'est pas ce qui s'observe, mais raisonnablement, se donner un objectif à 1%, ça permettrait de se redonner une capacité à piloter la politique monétaire face à un objectif qui est désormais beaucoup plus atteignable. Donc moi, je serais à choisir entre les trois branches alternatives, ce serait celle de 1% qui aurait plutôt ma faveur. Bon, moi, je ne me prononce pas sur le 1, 2, 4. J'essaie de répondre à la question sur la dette. C'est une question qui est centrale, qui est dans tous nos esprits, je ne vais pas dire le matin quand on se rase, mais qui, au fond, en pose 3 autres. Est-ce qu'il faut réduire la dette? Est-ce qu'il faut respecter les 3%? Premier critère, le critère du capital politique vis-à-vis de nos partenaires européens que donne le fait de respecter les 3%. Vous l'avez dit, c'est un sujet de crédibilité. C'est un sujet de crédibilité. Certes. Premier constat, en trajectoire, depuis quelques années, au moins depuis le début du quinquennat, et si on accepte l'année qui est en train de s'écouler, dans laquelle il y a eu la superposition de 2 dispositifs très coûteux, que sont les allègements de charges et le CICE. Vous savez, on a maintenu les 2 en même temps. Bon, on est quand même sur une tendance de réduction du déficit qui nous met en dessous des 3%. Mais si l'objectif, c'est d'avoir du capital politique vis-à-vis de ses voisins et de ses partenaires, eh bien, il faut se poser la question du rendement politique de ces efforts qu'on impose
et qu'on impose d'abord aux citoyens français. Et là, je vais exprimer une position qui est la mienne. Je ne me parle pas, de toute façon, ici pour le gouvernement. Je trouve que ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, ça nous ramène au sujet des efforts, des investissements, de la coordination qu'on devrait faire, en particulier avec nos partenaires allemands. Ce qu'on a gagné en faisant ces efforts budgétaires, parce qu'on a fait des efforts budgétaires, aujourd'hui, n'est peut-être pas suffisant pour justifier qu'on respecte de manière aussi drastique et draconienne qu'il est inscrit dans les traités, cette règle des 3%. En d'autres termes, il faut aussi que nos partenaires fassent des efforts et montrent que les projets dans lesquels on essaye de s'inscrire collectivement, je parle des projets européens, eh bien, ce sont des projets vers lesquels ils peuvent aller. Je ne sais pas si je suis clair, mais à un moment ou à un autre, il faut du donnant-donnant. Sans quoi, les efforts qu'on fait, et qu'on a quand même fait de manière assez significative, eh bien, on aura beaucoup de mal à les faire à l'avenir. Le deuxième critère, qui est une question très différente, c'est, du point de vue de l'efficacité économique, est-ce que c'est pertinent, les 3%? Bon, je suis obligé de vous dire qu'il n'y a aucune théorie économique, aucune, qui vous dit qu'il faut être à 3% de déficit. La question, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est la question du rendement, la question de l'évaluation des dépenses et donc de leur rendement. Et là-dessus, je vous accorde qu'on peut être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus efficace. L'Assemblée nationale, et moi je m'en réjouis, en tant qu'économiste, a pris à bras-le-corps, et en particulier la majorité En Marche, a pris à bras-le-corps le sujet de l'évaluation des politiques publiques. Il faut qu'on aille plus loin et qu'on continue. Mais au fond, moi, j'ai pas de problème en tant qu'économiste au fait de dépasser sur le critère de l'efficacité un seuil qui a été établi de manière juridique dans un traité. Si les taux d'intérêt sont suffisamment bas et si le rendement des investissements qu'on consent est suffisamment haut, eh bien, il faut le faire sur ce critère-là. Enfin, ces 2 critères, il faut quand même le dire, ils sont balayés face à un contexte de crise. À un moment ou à un autre, quand vous avez des gens qui manifestent toutes les semaines dans la rue, quand vous avez une demande sociale qui s'exprime, et parfois qui s'exprime de manière violente, je vous garantis que le sujet du 3% de ce qui est inscrit dans le traité, ça vous passe un petit peu par-dessus la tête. Et du coup, il faut aussi, ça veut dire qu'il faut aussi se donner des marges de manœuvre, et là, je reboucle la boucle et je vais un petit peu dans votre sens, se donner des marges de manœuvre pour être en capacité de répondre à ces moments de crise qui peuvent être des crises économiques, qui peuvent être des crises sociales, qui peuvent être des éruptions, et peut-être qu'on va en connaître d'autres. Et ça justifie effectivement d'avoir un petit peu comme on dit, une poire pour la soif. Mais dans ces contextes de crise, j'aime bien quand même la phrase du général de Gaulle, on a plutôt tendance à dire que l'intendance suivra. Denis, sur la dépense aussi. Oui, un mot sur la dépense publique. C'est vrai que la manière dont on a piloté jusqu'à présent la maîtrise de la dépense publique est à peu près la manière totalement inefficace. Hein. La politique du rabot a été, celle qui a été pratiquée pendant de longues années, qui est un peu moins celle que l'on voit désormais, hein, bien entendu. La politique du rabot, c'est certainement pas ce qu'il y a de plus efficace. Clairement, on voit une cote mal taillée pour tout le monde, et puis tout le monde s'ajustera. Non. Il y a quand même véritablement des projets, il faut savoir où faire porter l'effort. Et il me semble que, on s'était amusé à faire un petit calcul de comparaison vis-à-vis de l'Allemagne en décomposant où étaient nos écarts de dépenses publiques les plus importants. Où est-ce qu'il faut faire porter les efforts pour qu'ils aient le rendement le plus important? C'est ça qui compte. Et en réalité, on voit une dépense publique qui est clé, c'est la retraite. Ce sont les dépenses de retraite, parce que cela vous procure du double dividende. On augmente la durée de cotisation, et c'est normal au regard de l'évolution de l'espérance de vie, et d'autant qu'on entre aussi de plus en plus tard. Hein. Ce que l'on oublie de dire, c'est qu'on n'a pas tellement reculé l'âge de sortie, mais on a reculé clairement l'âge d'entrée. Donc la vie en activité, elle ne s'est pas forcément beaucoup accrue. Et donc ce qui vous procure un double dividende en termes de réduction de la dépense et d'augmentation de votre potentiel de croissance, c'est l'allongement de la durée de cotisation, l'allongement de la période pendant laquelle vous êtes actif. Une économie, c'est bête et méchant, mais une économie, elle croît en fonction de 2 paramètres principaux, de 3.
elle croît en fonction des gains de productivité. C'est fondamental. Tous les gains en efficacité que vous effectuez, c'est ça qui est le cœur de la croissance. Mais il y a 2 paramètres de quantité qui jouent. C'est l'investissement que vous effectuez, mais c'est aussi le nombre de rameurs que vous avez dans la galère. Et quand vous en sortez de plus en plus, ou quand on n'intègre pas durablement les personnes dans l'emploi, que ce soit parce qu'il n'y a pas la formation qui est adaptée, et c'est en cela que la politique de formation est quelque chose de tout à fait crucial aujourd'hui, et elle doit être ciblée sur les publics qui sont le plus éloignés de l'emploi, parce qu'on a aujourd'hui un vrai enjeu de retour dans l'emploi, mais c'est aussi allonger la durée de vie, c'est maintenir la durée de cotisation, c'est maintenir plus longtemps les gens dans l'emploi. Il faut créer aussi les conditions, on a à réfléchir sur les conditions où les entreprises se projettent avec quelqu'un qui, passé 50 ans, on sait qu'on a le taux de participation aux formations professionnelles chute au-delà de 50 ans. Comment est-ce que les entreprises aussi doivent envisager maintenir des personnes plus durablement dans l'emploi? C'est aussi les inclure plus durablement dans les projets de formation. Et donc là, il y a aussi tout un enjeu qui est tout à fait clé. Il ne suffit pas de dire on va repousser la durée de cotisation, et on a aussi à réfléchir sur les moyens qui garantissent la pérennité dans l'emploi. On va prendre... Non, il y avait quand même la question sur la transition. Je vois que tu as complété la question sur la dette pour me laisser la question dont je suis absolument pas spécialiste. Non, ça m'a inspiré votre question. Je ne saurais répondre sur le fond parce que j'aime pas répondre sans avoir un petit peu d'expertise ou de documentation sur le sujet. J'aimerais vous répondre sur l'enjeu démocratique. Ce que vous soulevez, c'est une question d'arbitrage politique. Est-ce qu'il faut investir dans la transition écologique alors que quand vous regardez les volumes en valeur absolue et même les volumes ramenés au nombre d'habitants d'émissions en France et en Chine, je vous rejoins totalement, c'est pas à nous de faire les efforts. C'est pas à nous de faire les efforts. On a des pays qui polluent beaucoup plus que nous et on pourrait tout à fait se dire qu'ils commencent à balayer devant leur porte. Bon. L'argument de Bénédicte, néanmoins, est valable. À un moment ou à un autre, si on veut être crédible dans un cadre multilatéral, il faut être exemplaire. Et donc, il faut faire les efforts qui nous permettent d'embarquer nos partenaires européens, qui permettent à l'Europe d'être force de proposition, force de négociation. Mais on voit que même ça ne suffit pas forcément. Et on l'a vu, a fortiori, avec l'actuel président américain. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire qu'il y a des choix et des arbitrages politiques à faire. Vous parlez des services publics, vous parlez... moi, je pense que c'est le sujet presque essentiel devant lequel on est pour les prochaines années. C'est d'arriver à rendre plus transparents les arbitrages politiques qui président à nos choix budgétaires, qui président à notre loi de finances, qui président à toutes les lois qu'on fait voter ou à tous les projets de loi qu'on met au Parlement. C'est d'essayer de renseigner les citoyens sur les impacts de 1 euro dépensé dans les hôpitaux, en termes de bien-être, en termes de niveau de vie, en termes d'espérance de vie, en termes d'espérance de vie en bonne santé. L'impact sur tout un tas d'indicateurs d'1 euro investi dans la transition écologique. L'impact d'1 euro investi dans la formation professionnelle. Arriver à faire cette transparence-là, c'est difficile, parce que les sujets sont compliqués, parce que les dépenses publiques, elles ont des impacts qui sont multidimensionnels, mais à un moment ou à un autre, il y a des travaux en ce sens qui ont été menés notamment il y a quelque temps dans le cadre de France Stratégie, qui est le think tank rattaché au gouvernement. Il y a des choses qu'on sait faire et le format de la Convention citoyenne qui a lieu aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental sur justement le sujet de la transition écologique, c'est un format qui peut être intéressant pour faire la transparence sur ces sujets-là. Mais à un moment, il faut qu'on arrive à dire aux citoyens, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider, mais nous, on va vous donner l'information sur ce que sont les impacts de tel ou tel choix. Et ensuite, on fait la transparence. De ça, on a besoin. Ça, c'est sûr. Et à l'Assemblée nationale, on a mis en place ce qui s'appelle le printemps de l'évaluation. Ça n'existait pas avant. C'est pour justement... Et Dieu sait que c'est compliqué parce que faire de l'évaluation, pour cela, il faut avoir de l'information et il faut aller demander aux administrations qu'elles puissent nous fournir cette information. Et on commence le travail, on l'a commencé il y a 2 ans. Je crois que les ministres c'est toujours un peu difficile d'arriver devant le Parlement et d'être challengés sur l'évaluation de leur politique publique qu'ils mènent. Néanmoins, je crois qu'eux-mêmes sont très satisfaits de cet exercice. On leur pose des questions sur la base de travaux que nous, à la Commission des finances, on mène en faisant les petites fourmis et en allant chercher l'information et justement l'impact. Alors,
l'impact qui peut être social, l'impact économique, ça dépend forcément de la politique que vous êtes amené à évaluer. Mais je crois que c'est un travail, une promesse du président de la République, c'est une promesse de la majorité, en tout cas qui suit le président de la République, et c'est un travail qui, j'espère, se perdurera dans le temps, parce que c'est clair que, bien évidemment, la dépense publique, j'ai envie de dire, vous savez, pour vivre au quotidien, la commission des finances et les débats dans l'hémicycle, l'injonction de dire il faut réduire la dépense, je vais vous dire, c'est très facile quand vous rentrez dans le détail. C'est un peu plus compliqué. En revanche, ce qui nous permettra de faire vraiment peut-être la réduction de la dépense publique, c'est l'évaluation qui viendra en support finalement, bien évidemment, ce sera une justification du choix de la réduction de telle et telle dépense parce qu'elle n'est pas efficace, parce qu'on l'aura évaluée. Mais croyez-moi, on part de très, 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 très loin. Donc forcément, il faut, même si le quinquennat, ça dure 5 ans, hein, c'est bien le quinquennat, il faut que ça perdure dans le temps. Monsieur, je crois que vous avez très envie de poser une question. Vous m'avez fait des clins d'œil. Je voudrais réagir sur cette notion de pollution. Pour moi, ce n'est pas la Chine qui pollue le plus. Le pays qui pollue le plus, c'est le pays qui consomme le plus, c'est-à-dire le monde occidental. Et ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le coût que représente l'objectif climat. Le coût de l'objectif climat, ça veut dire de se serrer la ceinture. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'il est encore raisonnable de parler de croissance économique ? Quel est le concept qu'il faut exprimer, qu'il faut créer, si je puis dire, pour permettre d'atteindre un objectif au niveau du climat, tout en préservant la santé des populations et de la Terre, évidemment. On va prendre monsieur avec le pull rouge, parce que déjà tout à l'heure, demandé à poser une question, et puis monsieur devant. Mon pull est bleu. Oui, non, je partage complètement ce que vient de dire monsieur. Je suis très étonné parce que vous, juste devant moi, venez de dire tout le monde est absolument unanime pour dire qu'on est complètement face à un problème environnemental majeur, hein, en termes de problématique climat, problématique de dépendance énergétique, par rapport à des problématiques de réduction, même d'existence même de la ressource environnementale. Et donc le risque environnemental est absolument majeur. Et il y a eu des études, l'étude de Stern, Eric Stern, il y a quelques années, qui disait que le coût de l'inaction était 5 fois plus cher que le coût de l'action. C'est là où je dis les perspectives économiques qu'on devrait développer devraient pleinement intégrer la dimension environnementale et se dire c'est comment les modèles économiques du futur intègrent la problématique environnementale dans la mesure où la ressource est maintenant clairement considérée comme étant limitée. Donc je suis vraiment très surpris que ça d'abord parce que vous dites d'une part, et très surpris que ça n'intègre pas pleinement toutes les réflexions dans le futur, parce que, encore une fois, ça devient un facteur complètement limitant de nos développements économiques dans le futur. Et ça rejoint derrière un point qu'on a vu avec les Gilets jaunes, qui est derrière la question des inégalités, parce que la question environnementale, elle est complètement liée aux inégalités sociales, et que la question des Gilets jaunes, c'est bien une problématique environnementale qui s'est transformée en problématique sociale. Merci beaucoup, Adrien Canter, enchanté. Je vous remercie pour la qualité de votre intervention. Ma question sera beaucoup plus macro. Vous avez évoqué le risque d'une récession mondiale, mais quelles seraient les régions qui seraient épargnées par ce risque par cette récession potentielle, parce que économie de rente, parce que pas d'interconnexion avec des pays qui sont dans une position beaucoup plus difficile, comme les pays européens ou les États-Unis, avec un endettement très haut. Donc voilà, quelles seraient les potentielles régions, je pense notamment à l'Asie centrale, qui connaît une grosse croissance et qui n'a pas beaucoup d'endettement. Je vous remercie. Ces deux questions. Marc, tu veux commencer ? Comme tu t'es lancé tout à l'heure sur l'aspect écologique, je vais essayer d'apporter quelques éléments. Si vous voulez, je vais faire une réponse qui est celle de l'économiste, qui au total doit... Quand je parlais tout à l'heure dans l'objectif de 2030 et de la réduction du PIB par tête, moi, en tant qu'économiste, je ne suis pas un politique. Moi, je suis là pour regarder un politique. Il donne un chemin, il donne un objectif.
Le boulot de l'économiste, après, c'est de regarder quel est le chemin pour atteindre l'objectif et de construire l'acceptabilité. Et après, le politique doit se réemparer du chemin qui peut être tracé, où on essaye de tenir les différents bouts. Et on sait très bien qu'il y a un bout que l'on a du mal à ne pas tenir, c'est le bout de la croissance. Parce que regardez les moments où vous avez une absence de croissance dans une économie, vous voyez très rapidement les tensions qui s'exercent. Même quand on a de la croissance comme on en a eu dernièrement, mais parce qu'il y a des questions de répartition qui se posent ensuite. Il y a pas, la croissance en soi est un agrégat qui est beaucoup trop agrégatif et qu'il faut évidemment décomposer. Il faut regarder, il faut le décomposer dans ses différentes strates, dans ses comportements individuels. Évidemment, on se rend compte qu'on a très rapidement des enjeux de répartition qui viennent se poser, mais encore plus avant, c'est dès lors que la croissance cale devient même négative, on voit très rapidement la remontée du chômage. Et là, on passe dans des situations qui sont encore plus désespérées que celles que l'on voit s'exprimer actuellement, qui sont des problématiques de pouvoir d'achat, plus que des problématiques d'emploi. Je ne minore pas du tout l'importance de ces problématiques, mais je dis que c'est un problème qui se gère peut-être plus facilement que le problème de l'absence de croissance. Quand on a de la croissance, on a quand même du fluidifiant. Alors après, évidemment, comment est-ce qu'on apprend à se passer la croissance ? Les événements nous y amènent. Il faut déjà que l'on apprenne à fonctionner avec des rythmes de croissance plus faibles que ceux que l'on avait dans le passé. Ce sera encore une autre étape que d'apprendre à vivre avec une absence de croissance qui dans ce cas, permettrait d'atteindre les objectifs. Non, on a les différents éléments du balancier sont extrêmement complexes à gérer. Et je ne suis pas certain qu'on ait le personnel politique à l'échelle mondiale qui ait aujourd'hui la capacité de le traiter. Bon, mais c'est hyper populiste de le dire comme ça. Je suis d'accord, j'en conviens. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est une question de coordination mondiale. C'est ça qui est posé. Et je ne dis pas que les politiques sont mauvaises, c'est pas ça du tout, mais en revanche, on ne voit pas du tout aujourd'hui émerger ces dimensions de coordination. Et sans cette coordination, on n'y arrivera pas, tout simplement. Avant même la question de la croissance, c'est la question de la coordination qui est fondamentale, me semble-t-il. Oui, peut-être un élément pour prolonger, compléter ce que dit Denis, et puis pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, parce que je trouve que c'est assez cohérent. Deux interventions, l'une pour mettre l'accent sur l'interrogation sur le concept même de croissance, et une autre pour mettre l'accent sur la nécessité d'intégrer dans tous nos choix collectifs les impacts sur l'environnement qui commencent à être extrêmement coûteux à tous égards, et aussi pour intégrer la dimension inégalité. Je pense que c'est précisément de cet exercice de transparence, de cet exercice d'explicitation des conséquences de nos choix collectifs dont on a besoin. On a besoin de pouvoir dire, quand on met la taxe carbone, ou quand on renonce à la taxe carbone sur l'épisode des Gilets jaunes, ce que sont derrière les conséquences. Les conséquences, c'est des ressources en moins dont il faut pouvoir expliquer aux citoyens qu'elles vont venir ponctionner soit des services publics, soit tout un tas de choses qui rentrent dans le budget de l'État. Il faut être capable d'expliquer aussi aux citoyens qu'on doit se préoccuper, et là je vous rejoins, du rapport au temps. Parce qu'au fond, le rapport à l'environnement, c'est aussi un rapport au temps. On se rend bien compte que les choix budgétaires qu'on fait pour 2020, qu'on est en train de voter au Parlement, ils peuvent avoir des conséquences très directes dès 2020 sur le bien-être des gens. Quand on augmente la prime d'activité, quand on fait des choses pour le pouvoir d'achat des ménages, eh bien, ils en tirent les bénéfices tout de suite. On sait bien que les choix qu'on fait dans ce domaine-là, eh bien, il faut les mettre en balance avec des choix qui interrogent de long terme. Et il y a une incapacité. Moi, je la mesurais un peu avant, je la mesure encore mieux depuis que je travaille pour le gouvernement. Mais il y a une incapacité de nos sociétés occidentales à se projeter dans le long terme. Et a fortiori à se projeter collectivement, c'est-à-dire en mettant en place des mécanismes de coordination. Bon. Les hommes d'État, comme on dit, se préoccupent de la prochaine génération. Les hommes politiques se préoccupent de la prochaine élection. On a aujourd'hui, dans le personnel politique au niveau mondial, effectivement, des hommes politiques, dont le plus puissant d'entre eux, il faut le dire, qui se préoccupent surtout de sa prochaine élection. Et les conséquences des choix qu'il fait, eh bien,
on les prend collectivement en travers de la figure. Il faut le dire. Donc, je pense qu'on a besoin, nous, d'établir la transparence et de dire aux citoyens français ce que sont les arbitrages entre aujourd'hui et demain, les arbitrages entre l'environnement et la lutte contre les inégalités, parce que parfois, ce sont des choix qu'il faut faire. Et on a besoin, à un moment ou à un autre, d'essayer de recréer du commun à l'échelle de la société française, mais aussi un sens commun, ce que les anglo-saxons appellent la common decency, à l'échelle de la communauté internationale. Je pense qu'on est dans une situation difficile aujourd'hui. On est dans une situation dans laquelle les marges de manœuvre sont faibles. Elles ne seront pas toujours faibles, je l'espère, mais on ne peut pas décréter pour les citoyens, à leur place, que désormais, toute la priorité doit être donnée à la transition environnementale. Peut-être que si on leur donnait une vision claire des impacts de ce choix politique, ils feraient ce choix politique, peut-être. Mais aujourd'hui, on n'a pas les outils. On n'a pas les outils et on n'a pas les procédures et les processus démocratiques pour rendre les impacts de ce choix transparents. Et je le regrette. Juste un mot sur la récession. Je vais redire, je ne crois pas au risque de récession mondiale. Maintenant, s'il y avait un risque, s'il se manifestait, et donc avec le processus déclencheur que j'évoquais, à savoir un risque qui émerge en particulier en provenance de la dette corporate américaine, les premiers qui seraient impactés seraient non pas les banques européennes comme ça avait été le cas au moment des subprimes, parce que les banques européennes étaient gavées de titres subprimes, mais ce serait plutôt les assureurs est-asiatiques qui achètent énormément de titres corporate américaines. Donc la propagation, on peut à peu près la suivre, hein, le mécanisme propagateur, parce que si vous avez un choc récessif qui vient des États-Unis, il a un effet de capillarité par le système financier qui est immédiat, ce que n'aura pas un risque récessif qui viendrait de Chine. Parce que la capillarité est quand même beaucoup plus contenue. Elle est contenue à l'intérieur du système financier chinois. Donc la propagation, elle sera un petit peu différente. Donc après, faut suivre le chemin. On souffrirait probablement un petit peu moins de la récession que celle que l'on a subie en 2008-2009, mais tous ne mourraient pas, mais tous étaient frappés. Voilà. On arrête à 40 ? Oui, c'est bon. On va prendre 2 autres questions très rapides, s'il vous plaît, parce qu'on doit terminer. On devait déjà avoir terminé, donc on va prendre 2 questions, peut-être tout au fond, parce que... Voilà, monsieur, et puis on prendra devant, comme ça. Bonsoir, désolé d'être arrivé trop tard. J'avais un tas de questions, mais bon. En fait, il y en a une qui me préoccupe. Vous parliez des jeunes hommes et des jeunes femmes de 50 ans. Et je trouve que j'ai 50 ans, sauf que ma carrière a débuté il y a moins de 20 ans. J'ai mal tourné, j'ai fait de longues études. Donc en fait, d'un côté, je dois soigner des patients jusqu'à 73 ans. Je ne me vois pas soigner, parce que moi-même, je pense avoir besoin de soins à ce moment-là. Et d'un autre côté, on m'empêche de préparer mon avenir moi-même. Si on me demandait mon avis, moi, je supprimerais les caisses autonomes de retraite et de prévoyance que beaucoup qualifient de voleurs légalisés. Et je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes seraient plus... plus prospères et pourront peut-être mieux contribuer à un développement économique national et pas mondial. Parce que j'aboutis sur un plan mondial, nous ne tirons pas les ficelles. On sait tous que la crise mondiale est déclenchée par un camp, gérée par un camp, et puis atténuée par le même camp. Donc en fait, on essaye de dire qu'on va être moins touchés que les autres. Le camp asiatique, ça serait les sous-estimer. Ça veut dire que ça va être les premiers à être impactés. Moi, je n'y crois pas. Parce que quand vous parlez de camp asiatique, c'est toute l'Asie, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Donc l'impact... Merci, on va peut-être... parce que J'y arrive. Donc oui, sur quelle base rapidement, s'il vous plaît. Nous parlons d'une zone plus impactée qu'une autre? Voilà. Désolé de la confusion, mais
C'est le retard. On va prendre tout devant, monsieur, et puis on conclura. Merci pour vos interventions, j'ai appris plein de choses. Vous m'avez tous deux pas convaincu sur la dette. Il me semble que vous êtes relativement à l'aise sur un 2,5-3% de déficit annuel. Alors, je ne suis pas économiste. Pour moi, le bon sens commun, c'est, vous l'avez dit, hein, la dette, en face d'une dette, il faut avoir des actifs, il faut avoir des fonds propres. Un jour, ça se rembourse. Là, actuellement, on a tous les voyants sur le taux de l'argent qui sont très très bas. Donc, on ne sent pas la douleur potentielle de ce qu'est une dette, mais ce mandat politique va nous faire passer à 100% d'endettement. Presque. Donc, la question est très simple, c'est si on se projette sur une génération, donc qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Si on reste à 2,5-3% de déficit annuel, où ça nous mène? Quand est-ce qu'on passe à 200% du PIB? Quand est-ce qu'on passe à 300% du PIB? Et est-ce qu'on sera comme les autres? Est-ce qu'il n'y aura que la France dans l'Europe du Sud qui va être dans cette famille d'États très très endettés et donc très très exposés? Quelle est votre vision? Et là, je vous demande effectivement d'avoir une vision d'homme d'État, c'est-à-dire 4-5 générations. Alors, je vais avoir une vision, je vais avoir une réponse de politicien, puis après j'essaierai de m'élever un petit peu. La réponse de politicien, c'est de dire que peut-être qu'on passera 100%, peut-être pas. J'ai pas de boule de, j'ai pas de boule de cristal. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas sous ce gouvernement-là qu'on s'est si dangereusement que ça rapproché de 100%. Non, je sais bien, c'était ma réponse de politicien, et c'est pas la réponse la plus importante. La question, c'est comment on est les plus efficaces pour réduire la dette. Et moi, je souscris totalement. Il n'y a pas d'incompatibilité entre, je pense, ce qu'on a dit, en tout cas moi ce que j'ai dit, et ce que vous dites. Se préoccuper des prochaines générations, se préoccuper de notre modèle social, de sa capacité à répondre à des crises, à assurer un niveau de vie et de protection dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie, ça devrait être au frontispice de nos objectifs politiques communs. La question, c'est comment on est le plus efficace pour atteindre cet objectif qui passe par une réduction de la dette. Je n'ai pas de problème pour parler de réduction de la dette. Moi, ce que je dis, c'est que dans le contexte actuel, et de ce que l'on sait de l'efficacité économique de certains investissements, Denis l'a dit avec sa parabole des rameurs, mais l'investissement en formation qui permet de remettre des dizaines, des centaines de millions de personnes, de personnes sur le marché du travail et en emploi, c'est un investissement qui a un rendement considérable. Le double dividende dont on parlait. On paye moins d'allocations, on génère plus de cotisations. Eh bien, cette démarche-là, je peux vous le dire, parce qu'elle se mesure, et elle fait l'objet de tout un tas de simulations dans les ministères, elle est beaucoup plus rentable du point de vue de la réduction de la dette qu'une démarche qui s'apparenterait à la politique du rabot. Donc, je pense que le sujet, on y revient, c'est une mesure de l'efficacité qui soit honnête, qui soit rigoureuse de nos politiques publiques, et une fois qu'on aura une idée claire sur ces sujets-là, eh bien, je pense qu'on fera les bons choix et que la dette diminuera d'elle-même, et en particulier en faisant baisser le chômage. Je laisse répondre à la question. Merci. Sur le point, enfin, il y a quand même une question d'équilibre géopolitique que vous posez également, qui est aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais dans nos visées économiques, on doit quand même réfléchir à l'omniprésence chinoise aussi, enfin, les routes de la soie, c'est très joli, c'est très romantique comme nom, mais c'est soft power et hard economy. Hein. Donc c'est vraiment une organisation des flux au seul profit de la Chine et qui pose un vrai enjeu d'équilibre planétaire des approvisionnements. Donc on est sur quelque chose qui est fondamental, qui est à traiter. Ça fait aussi partie des conflits qui s'exercent, sur lesquels, eh bien, on doit encore faire le pari de la coordination. C'est le pari de la coopération. Celui-ci me semble être quand même le plus important. Mais on ne parle bien à quelqu'un qui a de la stratégie qu'en ayant soi-même une stratégie. Et aujourd'hui, peut-être que ce qui nous fait défaut à l'échelle collective, c'est véritablement une capacité à poser une stratégie globale qui concilie au mieux possible les intérêts de chaque pays, de chaque zone.
Juste un élément de réponse à la question de monsieur sur le sujet retraite ou les caisses de retraite. Je ne préempte en rien l'issue du débat, l'issue des concertations qui a lieu en ce moment, vous le savez, sur le sujet des retraites. Néanmoins, l'orientation qu'on a, c'est d'aller vers plus d'universalité. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'annoncer la suppression de caisses de retraite. D'abord, c'est pas mon champ, c'est pas mon domaine d'intervention. Mais en tout cas, les orientations qui ont été fixées dans le programme présidentiel, d'aller vers un système beaucoup plus universel, d'aller vers un système dans lequel la prise en compte des spécificités de chacun, de la pénibilité des métiers sera possible néanmoins, correspond, me semble-t-il, à votre préoccupation. Je ne préjuge pas de ce que sera le point d'arrivée, mais en tout état de cause. J'ai repris le micro de manière extrêmement opportuniste pour non pas faire une annonce, mais faire un élément de communication au profit de mon ministère, parce que j'ai quand même la casquette ministérielle. On a un peu parlé de formation pendant cette soirée. Sachez que après-demain, le 21 novembre, c'est le jour du Beaujolais nouveau. Il se trouve que c'est une coïncidence. Pour moi, ça n'est absolument pas une coïncidence, c'est évident. On lance l'application qui s'appelle Mon compte formation, qui est en fait l'application qui va vous permettre de vous former désormais sans intermédiaire, en capitalisant sur des euros qui sont déjà sur vos comptes. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous allez pouvoir le découvrir dans quelques jours. Et on essaie de faire un petit peu de communication là-dessus, parce que c'est un enjeu crucial. Les gens, pas simplement pour garder leur emploi ou pour retrouver un emploi, ont besoin de se former. Les gens ont besoin de se former pour se projeter dans des aspirations professionnelles, dans un changement de vie, dont on pense qu'aussi il est porteur de bien-être. Donc l'appli CPF, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui va être sur un site qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr. Je vous invite à vous en saisir. Merci. Merci Marc, merci Denis, merci à vous tous pour votre participation. Et à la prochaine conférence, débat qui sera je ne sais pas quand, mais en tout cas, on reste dans la perspective régulation du capitalisme. Peut-être, Garance, tu veux... Je vais faire un peu de pub. Donc, merci à tous d'avoir été là. Et la prochaine conférence aura lieu normalement le 3 décembre ici même. Ce sera sur la thématique du travail et du chômage. 7%, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est atteignable? C'était l'objectif qui a été fixé par le président de la République en 2017 dans son programme. Brillamment mené d'ailleurs, je crois, au conduit par Marc ici présent. Et donc il y aura une troisième conférence prévue le 11 décembre avec Jean-Paul Delevoye sur la question des retraites. Voilà, donc on vous attend nombreux. Merci à tous.